Salut à toutes et à tous, ravi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Afrique Mag, ce magazine que Canal Algérie vous propose depuis quelque temps. Comme vous le savez, l'UNESCO célèbre chaque an la semaine de ce grand continent, l'Afrique, qui affiche cette année une unité et une résilience grâce notamment à sa jeunesse. Afef Belhouchet. C'est une édition très symbolique et celle 2023 de la Semaine africaine à l'UNESCO qui débute le 25 mai de chaque année et pour cause. Une date qui commémore la Journée mondiale de l'Afrique, célébrant la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, devenue depuis l'Union africaine qui a soufflé sa 60e bougie. On est à l'âge de la sagesse. L'Afrique est fière de proposer ce message qui témoigne de son identité, de la capacité de résilience et de l'énergie sociale qu'il y a dans la jeunesse pour l'avenir du monde. C'est une célébration qui nous a tous réunis. Nous sommes ici pour célébrer cette journée avec tous les pays du continent africain. 60 ans que nos pères fondateurs ont édifié la voie pour notre continent, avec les objectifs de départ qui étaient de libérer l'Afrique, toute l'Afrique. Nous savons qu'il reste encore une colonie et nous espérons aboutir à la libération totale de l'Afrique. Un regret partagé par le président du comité d'organisation de la Semaine africaine à l'UNESCO qui a rendu hommage à l'Algérie pour son soutien indéfectible à la lutte des peuples africains pour leurs indépendances jusqu'à faire régner ce souffle de liberté sur l'ensemble du continent. The voice of Algeria. Depuis la fin des années 50 jusqu'au début des années 70, la voix de l'Algérie a toujours été forte. De par sa position soutenant les pays africains haut et fort pour la libération de l'Afrique du Sud et de tout le continent africain, mais aussi en soutenant le droit des peuples africains à l'autodétermination. Aujourd'hui, l'Algérie poursuit ce combat pour libérer la dernière colonie en Afrique et nous soutenons tous cette cause avec les mêmes principes et la même volonté. Nous poursuivons notre lutte tous ensemble pour que le peuple sahraoui voit enfin le jour de l'indépendance. L'Algérie a tellement donné pour l'indépendance des pays colonisés en Afrique et aujourd'hui, c'est une lutte que nous ne comptons pas arrêter. Un engagement envers notre continent pour sa liberté certes, mais aussi pour son développement. C'est ce qu'a rappelé l'ambassadeur d'Algérie en France alors que l'Union africaine consacre cette année à l'accélération de la mise en œuvre de la zone des libre-échanges. Monsieur le Président de la République a pris des décisions, des orientations très importantes, le redéploiement de l'Algérie vers nos frères et nos sœurs, notamment à l'issue de la mise en place de la zone de libre-échange, l'encouragement de nos opérateurs à s'impliquer sur le continent, la mise en place de l'Agence internationale de coopération avec un budget de plus d'1 milliard de dollars dédié à la coopération sur notre continent. C'est un geste très fort, plus que symbolique, et qui s'inscrit absolument dans l'esprit panafricaniste qui nous caractérise tant. Les artistes africains sont également à l'honneur tout au long de la Semaine de l'Afrique à l'UNESCO. Plusieurs ont pris part d'ailleurs à l'inauguration solennelle hier, avec le même message d'union et de richesse dans notre diversité. C'est un style algérien, mais c'est vraiment africain. Je remercie les autorités concernées. Nous faisons de notre mieux pour réussir cet événement et pour honorer notre drapeau national. Notre continent est riche, c'est pour cela qu'il est tout le temps convoité. Nous devons nous réunir pour célébrer notre diversité. Greet each other, celebrate each other, and like I said again, celebrate the diversity. La Semaine africaine à l'UNESCO sera ponctuée par plusieurs événements culturels en plus des conférences scientifiques. Les artistes algériens, eux, sont attendus du 6 au 9 juin avec un programme aussi riche qu'innovant. À l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année, retour sur le combat de la dernière colonie de ce continent, le Sahara occidental, dont le peuple se défend avec ses moyens pour arracher ses droits, notamment le droit à l'autodétermination. Pour cela, le peuple sahraoui peut compter sur les pays qui soutiennent les résolutions onusiennes. Récit Amali Seridir. Occupé illégalement depuis 1975, le Sahara occidental demeure la dernière colonie en Afrique. Aujourd'hui, au moment où de nombreux défis se posent avec acuité au continent, notamment politiques et sécuritaires,
l'objectif reste le même pour ce pays. Garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et la reconnaissance de ses droits légitimes. Depuis plus de 40 ans, le peuple sahraoui a été privé par le Maroc de son droit à l'indépendance, et ce, en violation du droit international et humanitaire. Un territoire où les richesses naturelles sont exploitées illégalement par l'occupant marocain, au vu et au su de la communauté internationale. Malgré les décisions de la Cour de justice européenne, le pillage se poursuit. La question sahraoui a remporté une victoire éclatante grâce notamment à l'annulation par le tribunal de l'Union européenne de 2 accords commerciaux entre l'UE et le Maroc, signés sans le consentement du peuple sahraoui. Il s'agit là d'une décision historique du tribunal de l'UE qui reconnaît désormais le Front Polisario comme le seul représentant légitime du peuple sahraoui. La cause sahraoui a connu ces dernières années de nouvelles victoires diplomatiques et un soutien sans précédent à travers le monde, car s'agissant d'une question de décolonisation qui relève de la responsabilité des Nations Unies. Convaincus de la justesse de cette cause, plusieurs pays ont annoncé la reprise des relations diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique, à l'instar du Pérou, marquant ainsi une nouvelle victoire pour le peuple sahraoui et sa juste cause. Autre fait marquant, une série de manifestations de solidarité et de soutien à la cause sahraoui ont été organisées par plusieurs pays, dont l'Autriche, l'Australie et le Timor-Leste. Dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la proclamation de la Raste, avec la participation de personnalités de haut niveau. Sur le plan politique, la question sahraoui a connu un nouveau développement, notamment la nomination de Staffan de Mistura comme nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. Sur le plan diplomatique, plus de 80 États reconnaissent désormais la Raste et entretiennent des relations avec ce pays. Au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une délégation algérienne s'est rendue au Sénégal pour présenter les condoléances du chef de l'État à la famille El-Qadiriya El-Kountiya suite au décès de l'ancien calife Cheikh El-Bekkay ben Cheikh El-Bekkay El-Kounta. La délégation algérienne a été accueillie avec bienveillance par la population sénégalaise et les adeptes de la tariqa Qadiriya. Malika Bellal. Un accueil en grande pompe a été réservé à la délégation algérienne venue transmettre un message de condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la famille du défunt Cheikh El-Bekkay Kounta à Ndiassane, capitale spirituelle de la tariqa Qadiriya au Sénégal. Nous ne pouvons que nous résigner devant la volonté et le destin de Dieu. Je me joins aux chouyours, aux imams, ainsi qu'à l'ensemble des adeptes de la tariqa Qadiriya pour présenter mes condoléances à la famille du défunt Cheikh El-Bekkay qui tout au long de sa vie a été imprégné des valeurs de la religion et a appris le Saint-Coran. Il a contribué à la sauvegarde de la voie de ses prédécesseurs, à répandre les préceptes de la religion et à inculquer ses valeurs à la jeune génération. Nous sommes ici pour présenter nos condoléances à la famille du défunt Cheikh El-Bekkay Kounta, mais aussi pour présider la cérémonie d'installation du deuxième calife qui est membre de la tariqa El-Qadiriya et la Zawiya de Kounta. Pour les disciples de la confrérie Qadiriya, l'Algérie occupe une place particulière. En effet, la tariqa Qadiriya a été fondée en Algérie avant de se répandre dans de nombreux pays. La tariqa Qadiriya compte environ 34 branches à travers le monde et dans plusieurs pays. La branche Bounami Kounti El-Qadiri El-Mouhtari est une branche de la confrérie Qadiriya, originaire de l'Algérie. L'accueil solennel réservé à la délégation algérienne au Sénégal témoigne de la ferveur religieuse et de la tolérance qui caractérise la société sénégalaise. Intéressons-nous à présent à ce changement de paradigme de notre pays, car en rejoignant la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, l'Algérie se tourne résolument vers les autres pays du continent. Pour cela, des mesures importantes ont été prises, parmi lesquelles l'ouverture de banques algériennes dans ces pays africains pour accompagner les investisseurs. Reportage Yasmine Messoudi. L'Algérie demeure pleinement convaincue de la nécessité de soutenir les politiques visant à hisser le taux de croissance industrielle et de diversification économique dans les pays africains en faveur de la zone de libre-échange continentale.
Une démarche qui représente une étape cruciale dans la réalisation de l'intégration continentale. L'Algérie a changé de paradigme économique en termes si vous voulez, de capacité à produire des biens et des services pour l'export, ce qui était limité les décennies précédentes. Et ça signifie qu'il y a des quotités à mettre sur les marchés mondiaux et d'abord et avant tout sur les marchés africains. Je parle des ciments, je parle de la sidérurgie, des produits sidérurgiques, je parle des produits agricoles, je parle des produits maintenant manufacturés. On a vu à Dakar l'intérêt que ça a suscité chez les importateurs de la région de la CEDEAO. Alors tout ça fait que c'est parce que l'Algérie est arrivée à un momentum, comme on dit en économie, où elle dégage des capacités à l'export, que la situation est particulièrement favorable avec la mise en place de la zone africaine de libre-échange. Une nouvelle orientation vers l'Afrique a été exprimée par le président de la République dans ses différentes interventions. Et des outils ont été mis en place à cet effet. Je citerai par exemple l'externalisation des banques algériennes, notamment au niveau du Sénégal, de la Mauritanie et du Niger, et peut-être demain vers la Côte d'Ivoire et peut-être vers le Cameroun. C'est une condition essentielle pour justement assurer les exportations algériennes en matière de rapatriement et qu'elles soient les locomotives des produits algériens vers ces pays-là. La mise en œuvre de la ZLECA favorisera la réalisation d'autres objectifs liés à la création d'un environnement commercial stable, permettant aux investisseurs de prendre des engagements à long terme. Selon un rapport publié par World Economic Forum, l'industrie et l'agriculture offrent aux pays du continent de grandes opportunités. Nous avons une longue histoire dans l'industrie. Nous avons des industries très, disons, très puissantes, que ce soit dans le BTPH, que ce soit dans la pharmacie, que ce soit donc dans le secteur des services. L'Afrique a besoin de grandes entreprises pour la réalisation des ouvrages d'art, des grands projets. L'Algérie a les capacités pour ce faire. Donc, il ne faut pas aller là-bas pour considérer l'Afrique comme un espace commercial pour vendre. Il faut accompagner. Il faut que l'Algérie montre sa volonté d'accompagner le développement de ces pays-là. C'est là où on nous attend et c'est là où on doit être. Un marché à fort potentiel pour les opérateurs économiques, la zone de libre-échange continentale concerne plus d'1,2 milliard de consommateurs pour un PIB estimé à plus de 2500 milliards de dollars. Une approche visant à consolider les échanges commerciaux entre les pays africains et augmenter ainsi le PIB continental d'environ 450 milliards de dollars à l'horizon 2035. Secteur de la pêche, à présent, la ville de Port-Gentil vient d'abriter le premier forum sur l'industrialisation de la filière thonière. Les experts et partenaires internationaux ont pu ainsi découvrir le fort potentiel des eaux gabonaises. Seulement 1,4% du potentiel halieutique gabonais est capturé chaque année contre un potentiel de 1,3 million de tonnes de biomasse. Une tendance que le pays souhaite renverser conformément aux exigences du plan d'accélération de la transformation et à son ambition de diversification de son économie. Projet qui repose sur divers atouts naturels et structurels constitués d'un vaste réseau maritime, non encore exploité à ce jour. L'expérience guinéenne et ivoirienne rappelle de fort belle manière que le domaine de la pêche regorge d'énormes avantages et reste incontestablement pourvoyeur d'emplois. Chez nous, le plus petit corps, l'un des plus petits, c'est le corps de métier des écailleurs que nous avons organisé en société coopérative. Et ce sont des gens qu'on installe dans les débarcadères et les lieux d'approvisionnement des commerçants et tout. Ce qui permet à ces derniers de vivre de leur métier. De l'écaillage, du poisson en passant par la petite menuiserie, vente de filets et autres, rien n'est à négliger, selon cet expert ivoirien. C'est notre manière à nous d'aider l'État à abdiquer un peu le chômage des jeunes. Et dans ce sens, effectivement, nous organisons pour que ce métier-là contribue énormément à l'économie ivoirienne. C'est avec satisfaction et en toute reconnaissance que le ministre de la Pêche a mis un terme à cette rencontre. La première édition du Forum Gabon Bleu sur l'industrialisation de la filière thonière, dont le président de la République a tenu à ce qu'elle se déroule à Port-Gentil, est un clin d'œil pour les populations,
la société civile, les administrations locales et les opérateurs économiques à préparer la diversification économique de cette belle ville pétrolière qui pourrait devenir la future plateforme gabonaise du pétrole bleu. En vous réitérant mes remerciements, je vous souhaite à chacun un bon retour chez vous, avec l'espoir de nous revoir l'année prochaine pour la 2e édition. La destination Gabon Bleu et ses potentialités a été véritablement valorisée durant ces 3 jours. L'international sénégalais de basket Gorgui Sy Dieng s'illustre dans l'entrepreneuriat. Il a développé un projet agricole sous le label Gorgui Dieng Agriculture, une entreprise agricole sénégalaise détenue à 100% par la star du basket qui veut jouer sa partition dans le développement de l'agriculture sénégalaise. Reportage de Fatimata Banelba. Vous connaissez pour ses rebonds impressionnants ou même pour ses réussites de panier à 3 points sur le parquet. Gorgui s'illustre sur un autre registre, l'agriculture. Entrepreneur agricole, Gorgui Sy Dieng exploite depuis 2020 un vaste domaine agricole d'une 20aine d'hectares. Dans un premier temps, nous voulions faire de l'ensilage, mais après avoir étudié les sols, on s'est rendu compte que les terres étaient très fertiles. Par la suite, on a décidé de faire de la culture sous serre. J'ai acheté mes terres et les populations m'ont bien accueilli et ils apprécient le projet. Avec un investissement très important et par la grâce de Dieu, l'oignon qu'on a cultivé ici nous donne beaucoup de satisfaction. Mais li ma indi ngéeñeen nag mooy suuf bi daal ni mu riche ak ndox bi ni mu mel yëpp études yooyu da nga koy def avant ngay ñëw fii. Pour de meilleurs rendements, Gorgui Dieng n'a pas lésiné sur les moyens. Une chambre de pompage de dernière génération, unique en son genre dans toute l'Afrique de l'Ouest. 10 hectares de culture sous serre, 10 hectares de culture sur champ, pour un montant global de 4 milliards d'investissements. Un hectare de serre équivaut à 10 hectares de rendement. Donc, sur 17 hectares, nous nous retrouvons avec 170 hectares avec de très bons rendements. Nous avons récolté l'oignon et une bonne partie est déjà acheminée dans des conteneurs. Nous avons aussi d'autres sites et nous faisons la même chose. La terre ne ment pas, elle restitue tout ce qu'on lui donne. Pour une première récolte, la production actuelle est de 900 tonnes sous serre d'oignons, 1000 tonnes pour les cultures à plein champ. Une production destinée en bonne partie à l'exportation. J'appelle tout le monde à investir dans l'agriculture pour l'atteinte des objectifs d'autosuffisance alimentaire. C'est un point essentiel pour le développement. En plus, c'est pour apporter ma modeste contribution à la politique agricole du président de la République. Les populations de Nguéniène où se trouve l'exploitation saluent l'initiative de Gorgui. Une belle opportunité pour elles à travers la création d'emplois et de revenus certains pour une 60aine d'emplois permanents et 200 journaliers par jour en période de campagne. Vous avez vu les femmes. Ça fait 3 semaines, 4 semaines, il y a 200 femmes qui travaillent là chaque jour et des jeunes. Donc je pense que c'est très bénéfique pour elles, pour les femmes et pour les jeunes. Auparavant, les femmes qui sont là allaient souvent les mercredis au marché hebdomadaire de Nguéniène. C'est là où trouvaient leurs économies. Maintenant, avec ce projet, je pense qu'ils gagnaient 2000 francs par mercredi. Donc 8 francs le mois. Actuellement, elles gagnent 75 francs par mois. Donc pour moi, c'est positif, c'est bénéfique pour elles et c'est très rentable. Avant, notre travail consistait seulement à ramasser de l'herbe dans la forêt pour aller le revendre. Et ce n'était pas du tout facile et on gagnait très peu. Mais depuis l'implantation de ce domaine agricole, nous rendons grâce à Dieu. Chaque jour, je descends avec 2500 francs comme paye. Et avec cet argent, j'arrive à subvenir à mes besoins, à celui de ma famille et même aider mon mari. Cet élan patriotique est vivement salué par le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Pape Malick Ndour, venu visiter cette exploitation. Il montre encore une fois son esprit patriotique parce que depuis quelque temps, vous le voyez, le président de la République a érigé l'agriculture comme super priorité, en mettant la souveraineté alimentaire parmi les missions dévolues au ministère de l'Agriculture. Donc aujourd'hui, la question agricole est devenue une question de souveraineté. Et contribuer sur cette question-là donc, montre que la personne, Gorgui Sy Dieng, est un patriote.
Au-delà de la production agricole, il a beaucoup contribué à créer de l'emploi. Gorgui pourra aussi compter sur le soutien et l'accompagnement de l'État du Sénégal. L'État sera à ses côtés. Il m'a tout à l'heure parlé quand même de ses projets d'extension, de la nécessité aussi d'accroître les recrutements qu'il est en train de faire. Et nous nous sommes engagés sur instruction personnelle du chef de l'État, son Excellence M. le Président Macky Sall, donc à l'accompagner dans cette noble ambition qu'il a. Les terres d'Inguénienne réputées très fertiles ne demandaient que ce genre d'initiative pour booster la production et la diversification agricole. D'autres investisseurs sont attendus dans ces terres d'opportunités. Pour terminer cette première partie du magazine, nous vous proposons une carte postale. Situé dans la province du Moyen-Ogooué, le village Achouka est une destination attrayante. Petit paradis sur l'Ogooué, le village est entouré de lacs qui lui donnent un charme unique. Au rythme du vent et des vagues, sur une pirogue, nous descendons l'Ogooué à destination du village Achouka. Un petit paradis sur le majestueux fleuve Ogooué. Dès notre arrivée, notre caméra est tombée sous le charme de cette presqu'île dont les lacs autour font sa particularité. Lorsque vous arrivez à Achouka, cette particularité, c'est que devant, en face de moi, nous avions un lac, Niaye. Derrière, nous avions un autre lac et nous avions des lacs tout autour de notre village. Historiquement, le nom du village Achouka vient de sa position géographique. Achouka, à l'origine, le nom est Asuka, A-2-S-U-K-A, qui signifie tout simplement la fin, le dernier village des Gallois. Achouka est une vraie toile naturellement confectionnée. En dehors de tout ce qu'il y a de paradisiaque, pour une virée touristique, le village compte également des infrastructures de base. Une école primaire et une structure de santé pour la sécurité sanitaire des populations. Je travaille le lundi jusqu'à le samedi. Bon, je peux aller aussi à dimanche. S'il y a un cas grave, oui, de 7h30 à 15h. Et sans oublier les urgences. En visitant ce village, ce petit coin de paradis, vous apprécierez davantage le Gabon. Vous découvrirez de nombreux trésors de l'eau fertile de l'Ogooué. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire la beauté du paysage de ce village. Voilà, place à présent à l'invité du MAG, mais avant cela, jingle. Voilà, avant de vous proposer l'entretien que nous avons eu avec notre invité, retour sur la 21e édition du Salon de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie, SIPSA Filahand Agrofood, une manifestation qui a vu la participation de plus de 600 exposants représentant 38 pays avec comme invité d'honneur le Sénégal. Retour sur la participation africaine à ce salon avec Naïm Al-Walish. Au cœur du salon de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie, avec le Sénégal comme invité d'honneur, une forte volonté de part et d'autre des acteurs économiques de relancer le commerce africain. Nous sommes donc ici pour représenter la Sonacos SA, qui est la première société agroalimentaire dans le domaine de l'huilerie au Sénégal. Et donc nous savons que l'Algérie aussi c'est un grand pays agricole où il y a énormément d'opportunités. Et ce salon-là permet aux acteurs que nous sommes de nous rencontrer, d'échanger, de pouvoir travailler sur des opportunités présentes et futures. On a présenté aujourd'hui les vanilles qui sont connues par rapport à la qualité mondiale. Donc en fait ces produits-là, c'est produit en quantité chez nous de la manière traditionnelle et artisanale. Et actuellement il n'y a pas encore d'échange, d'export entre Afrique et surtout le pays algérien. Et c'est pour cette raison qu'on effectue cette exposition-là afin de faire des échanges et pouvoir pour que nous les Africains entre nous puissions consommer notre propre produit.
Nous sommes ici pour informer nos partenaires algériens des opportunités qu'il y a en Tanzanie en matière de commerce et d'agriculture. Nous produisons par exemple beaucoup de noix de cajou, d'avocats. Nous sommes l'un des premiers pays au monde dans la production du café de qualité supérieure comme le Robusta ou l'Arabica. Prospection du marché, rencontres, échanges, les perspectives de renforcer les partenariats sud-sud ne manquent pas. Nous, notre objectif en ce qui concerne les exportations, on est en train de prospecter des marchés, surtout marchés africains. On a beaucoup de contacts en ce qui concerne pour les exportations, pour la Libye surtout la Libye. Mais par contre, nous, en tant que transformateurs pour les produits agroalimentaires, donc il y a des négociations pour les Africains, les Libyens, les Maliens, le Soudan. Ce matin-là, ils sont venus chez moi, les Sénégalais pour l'exportation. Donc, normalement, on est en train de négocier. C'est une entreprise qui fait dans la transformation de fruits. Sa mission, elle fait la liaison de la ferme jusqu'au pot. En fait. On est derrière les industriels, le yaourt, la pâtisserie, la biscuiterie. Voilà. Après la satisfaction du marché national, nous avons entamé l'exportation, notamment les pays nord-africains, la Libye, la Tunisie, la Mauritanie. Donc nous avons exporté l'équivalent de 70 000 tonnes de préparation de fruits aux environs d'$1 million. Et les prochaines cibles, c'est l'Afrique de l'Ouest. Plus de 600 exposants venus de 38 pays sont présents à ce rendez-vous qui s'étalera jusqu'au 25 mai avec un puissant désir de diversifier et d'augmenter le volume des échanges sud-sud. Voilà, pour revenir donc sur cette manifestation où le Sénégal était l'invité d'honneur et pour parler de l'état de la coopération algéro-sénégalaise, Afrique Mag s'est donc déplacé à la SAFEX où s'est tenu ce salon de l'agriculture. Nous y avons croisé une certaine Madame Kadio Fofana. Elle est directrice des investissements chez APIX, Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux. Madame Kadio Fofana qui a bien voulu répondre à nos questions. Je vous propose donc de suivre notre entretien. Alors, Madame Kadio Fofana, bonjour et merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes directrice des investissements chez APIX. Vous êtes présente ici avec votre agence à la 21e édition du Salon international de l'agriculture. Quel est votre rôle justement en participant à de telles manifestations ? Merci Monsieur Maouchi, merci de nous recevoir et de prêter un intérêt au Sénégal à travers votre chaîne, Canal Algérie. Nous sommes ici aux côtés du ministère de l'Agriculture du Sénégal. Le Sénégal étant désigné comme pays à l'honneur à cette 21e édition du CIPSA. Nous avons pour mission au Sénégal de promouvoir l'investissement privé dans tous les secteurs porteurs, dans tous les secteurs prioritaires, mais particulièrement dans le secteur de l'agriculture qui est aujourd'hui érigé en surpriorité pour atteindre la souveraineté alimentaire. Donc à ce titre, nous avons beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir aussi à venir en Algérie, venir dans un pays qui a su assurer en tout cas une grande partie de sa souveraineté alimentaire et qui a beaucoup d'avancées en matière agricole et qui a également beaucoup d'entreprises qui pourraient trouver des opportunités certaines d'investissement au Sénégal, où on est en train de faire un travail remarquable à travers le ministère de l'Agriculture pour promouvoir ce secteur, afin que les entreprises sénégalaises ou sénégalaises en joint venture avec d'autres compagnies du monde puissent être compétitives à l'échelle africaine et à l'échelle mondiale. Alors, je suis un opérateur algérien, j'ai envie de venir m'installer au Sénégal. Alors, j'ai forcément envie de connaître l'environnement, les opportunités que peut m'offrir le Sénégal. Si vous aviez en face de vous un opérateur algérien, quels sont les arguments que vous lui présenterez ? Alors, les arguments que je lui présenterai, c'est d'abord des arguments qui touchent à la stabilité, à la paix, à la sécurité. Le Sénégal est un pays stable qui a fait 3 alternances politiques et c'est un pays où il fait bon vivre également.
C'est un pays côtier de l'Afrique de l'Ouest qui représente une ouverture sur l'UEMOA et la CEDEAO. Donc c'est une réelle porte d'entrée sur 300 millions de consommateurs. Donc c'est un marché ouvert pour les entreprises algériennes, les entreprises internationales également. C'est également un pays côtier, donc il y a des atouts naturels évidemment dans la pêche, dans les produits de la mer, dans l'aquaculture également, parce qu'il nous faut nourrir le Sénégal, mais il nous faut nourrir d'autres pays voisins qui sont ce qu'on appelle landlocked countries. Donc il y a des opportunités dans ces secteurs de la pêche, des produits de la mer, de l'aquaculture. C'est un pays également qui est en train de travailler sur son environnement des affaires, sur sa stratégie, sa politique de développement, qui a permis aujourd'hui d'arriver à la première place en termes de réception d'IDE, à la première place en UEMOA, en zone UEMOA, à la deuxième place en région subsaharienne, à la troisième place dans la zone CEDEAO et la 8e place en Afrique en termes de réception des IDE, des investissements directs. Donc tous ces résultats ont été permis par un travail soutenu sur les réformes touchant à la création de fonds de soutien du secteur privé, la réforme sur le foncier. Le foncier intéresse particulièrement le secteur agricole pour le rendre accessible. La dématérialisation des procédures également pour aller plus vite. Aujourd'hui, un investisseur algérien qui se présente au Sénégal, on a eu à en recevoir, peut créer sa société en 24 heures et s'associer avec des Sénégalais ou partir lui-même dans un projet d'investissement. Il y a également tout un package incitatif qui est mis en place pour les investisseurs pour leur permettre d'investir, de porter les coûts et charges d'investissement en les défiscalisant, en les rendant également plus rapides à obtenir par le biais de ce qu'on appelle le guichet unique. Donc aujourd'hui, vous avez des exonérations douanières qui sont prévues sur l'équipement agricole. Vous avez des exonérations de TVA même. C'est le seul secteur qui bénéficie de l'exonération de la TVA sur les équipements. Et beaucoup d'autres avantages également qui touchent au social et au fiscal, aux douaniers. Donc c'est vraiment tout un travail qui est en train d'être fait également pour pouvoir mieux accueillir ces investisseurs qui se présentent au Sénégal. Alors je vous pose une question, je ne sais pas si vous avez pris le temps, puisque le salon démarre il y a à peine 2 jours. Est-ce que vous avez quand même ciblé les opportunités que peuvent offrir les Algériens au marché sénégalais? Que peut apporter le marché algérien au marché sénégalais? Alors, nous les avons ciblés, nous n'avons pas commencé par ce salon parce que l'Algérie nous intéresse à plusieurs titres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays modèle, c'est un pays qui a su se construire, en tout cas ces 20 dernières années, pour être autonome sur beaucoup de domaines, sur l'agriculture, sur l'industrie, sur l'éducation, la formation. Je pense qu'on a beaucoup d'ingénieurs sénégalais qui ont très tôt fait leurs études ici. Et on est également un pays à dominante musulmane, donc ça fait une convergence, en tout cas culturelle, entre les deux pays. Il y a également 2 ports qui communiquent, le port d'Alger et le port du Sénégal, avec beaucoup de produits qu'on va souvent importer de contrées plus lointaines. Je pense qu'on gagnerait à voir quel type de partenariat, quelle forme d'échanges économiques et commerciaux avoir entre les 2 pays, parce qu'on gagne en temps, on gagne en coût, on gagne en proximité. Il y a des avancées également qui ont été notées parce que la Banque nationale algérienne a ouvert au Sénégal depuis décembre. Je pense que c'est un point majeur. C'est une façon de lever certaines contraintes liées au paiement, en tout cas dans le cadre d'échanges commerciaux. Je pense que des travaux sont enclenchés également au niveau commercial pour que les conteneurs qui arrivent au Sénégal avec des produits puissent retourner avec des produits sénégalais également. Alors je pense qu'aujourd'hui on est en pleine crise, notamment sur le blé, parce que le pays le plus grand fournisseur de blé au monde, en tout cas, est dans une situation un peu conflictuelle. L'Algérie produit du blé, donc je pense que c'est un produit sur lequel on peut envisager de l'acheter ici. Le Sénégal produit de l'anacarde, le Sénégal produit de l'arachide avec une très bonne qualité d'arachide, capable d'être
transformés en huile. Je pense que c'est autant de produits, du sel, autant de produits en tout cas, qui peuvent constituer des produits avec des perspectives d'échange importantes. Il y a le domaine également, un domaine sur lequel aujourd'hui on a beaucoup à apprendre, c'est les aménagements hydro-agricoles. Je pense qu'il y a tout ce qui est irrigation, forage. Aujourd'hui, l'Algérie, en tout cas les pays d'Afrique du Nord, arrivent à forer jusqu'à 300 mètres pour avoir de l'eau, pour développer des réseaux d'irrigation. Je pense qu'on devrait avoir ces expertises. Et le Sénégal aujourd'hui, et notamment le ministère de l'Agriculture, en tout cas, s'est doté de moyens pour pouvoir faire des aménagements à grande échelle, pour pouvoir booster le secteur de l'agriculture. Alors, pratiquement pour terminer, tout le monde sait que les relations entre les deux pays ont toujours été solides, notamment sur le plan politique, mais malheureusement sur le plan de la coopération économique et des échanges commerciaux, il y a quand même de la marge. Alors, quels ont été ces freins? La volonté politique aujourd'hui existe. Quels ont été ces freins? Sur quel levier devrions-nous agir pour booster justement cette coopération et ces échanges commerciaux? Alors, je pense que le panel d'hier sur les opportunités de la ZLECAf, sur les opportunités d'investissement au Sénégal aussi, ont été assez révélateurs et ont suscité beaucoup d'intérêt. Les points bloquants, ils étaient en tout cas d'ordre monétaire parce qu'il y avait des difficultés à faire, en tout cas des difficultés de change. Il y avait également les aspects portuaires. Je pense qu'à un moment, le Sénégal, il y avait une congestion un peu portuaire qui faisait que le port perdait un peu en compétitivité. Aujourd'hui, ces contraintes sont levées et il y a de réelles opportunités. Après, c'était ce genre d'événement est à encourager parce que les deux peuples sont peut-être très proches, mais se connaissent à travers le sport, à travers d'autres activités culturelles peut-être, mais moins à travers les échanges économiques. Et souvent, les deux secteurs privés, il faut arriver à les mettre l'un face à l'autre pour qu'ils puissent voir quelles sont les opportunités. Nous avons rencontré aujourd'hui beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de chefs d'entreprise à qui on parle qui ne connaissaient pas vraiment le Sénégal. Nous-mêmes, on a commencé à découvrir, en tout cas personnellement, l'Algérie à partir de novembre dernier. J'étais surprise de la qualité des infrastructures ici et de la qualité de vie qu'il y a aussi. Donc il faut multiplier ce genre d'événements. Je pense qu'on est parti sur cette lancée. Continuer à lever toutes les contraintes logistiques et travailler également sur le développement de cette agence bancaire qui peut contribuer à beaucoup de choses. Je pense que là, du côté diplomatique, c'est le moteur, c'est en train d'être fait. Et je pense que la coopération entre l'Algérie et le Sénégal a de beaux jours. Vous concluez sur ça? Oui. Alors on va conclure sur cette note. Merci. Optimiste. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ainsi s'achève ce numéro d'Afrique Mag. Merci à toute l'équipe du Studio 2 et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.